Rebonjour, je fais maintenant le deuxième texte qu'on a fait pendant la semaine, donc celui de Caroline Fourest, un extrait de son livre qui s'appelle Ina. Donc comme conformément à la tradition, je vous montre l'état de mon brouillon que j'ai bien massacré aux couleurs chamarrées de Vestabilo. Donc vous voyez les liens, etc. Je vous montre parce que je vous montre bien que sur cette partie-là, il y a la légende qui correspond au code couleur que j'ai ici et qui correspond à ce que je vous ai énoncé dans le tutoriel comment faire un brouillon efficace. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous lire le texte et après j'essaierai de faire un commentaire, cette fois en 10 minutes. Donc mon brouillon aujourd'hui est encore plus restreint, il fait la moitié de ceux que je vous montre habituellement. Parce que d'autres fois, comme j'avais un souci pédagogique, on va dire, c'est pas juste que j'arrivais pas à faire mes 10 minutes, donc par souci pédagogique évidemment, j'ai dépassé largement les 10 minutes pour faire plutôt des commentaires explicatifs qui faisaient entre 13 et 15 minutes. Donc là, je fais mes 10 minutes, sinon vous avez le droit de me remonter les bretelles pendant toute la semaine prochaine. Donc j'espère que je ferai que 10 minutes. Je lis le texte, je lance mon chrono et je vous fais le commentaire. Notre-Dame de Paris, le 13 février 2013. N'écoutant que son credo, Ina entre en transe. La fatigue aidant, elle a décollé. Les lumières des flashs crépitent quand soudain, c'est l'obscurité. Les prêtres ont coupé l'électricité. Affranchis du regard des paroissiens, les hommes d'église se défoulent à coups de pied et de poing sur le corps des harpies. Seuls quelques flashs permettent de capter leur violence. Jetées dehors sur le parvis, les filles comptent leur bleu. « Ça va ?» dit Ina à l'une de ces activistes qui se tient la mâchoire. « Mais ils sont malades là-dedans !» crie Marguerite, la lèvre en sang. Sa dent a sauté sous les coups portés. Les policiers qui interpellent les fémènes ont presque pitié de leur corps supplicié. Ils les gardent un peu, notent que leurs bâtons sont enveloppés de mousse, puis les relâchent. De toute façon, elles auront droit à un procès. Le curé de Notre-Dame annonce qu'il porte plainte. Le lendemain, Caroline Fourest à Ina. « J'espère que vous allez vous faire lyncher. Si les gens haussent simplement les épaules, vous aurez l'air idiote. Si la réaction est disproportionnée et hystérique, là d'accord, vous aurez montré qu'il y a un problème. Il faut croire que le ciel nous a entendus. Les foudres médiatiques s'abattent sur Femen, avec un ton et une violence que j'étais loin d'imaginer. Des éditorialistes mâles, dont je soupçonnais depuis un moment la misogynie, sortent du bois pour se gausser. Certains proposent de les renvoyer en Ukraine, si possible sur un trottoir. Caroline Fourest, Ina, Grasset, janvier 2014, page 227 à 229. Petit chronomètre. Le texte proposé est un extrait du livre intitulé Ina, écrit par Caroline Fourest. Le texte renvoie à un épisode récent, le livre l'est encore plus, puisque l'événement a eu lieu en février 2013 et que le récit date de janvier 2014. Le texte se compose de deux parties en fait, l'événement qui a eu lieu à Notre-Dame de Paris, l'action des Femen, et ses conséquences dans la sphère médiatique. Le passage présente selon moi l'intérêt de contenir une tension palpable chez la narratrice, puisqu'elle essaie de montrer ici qu'il s'agit d'un acte qu'elle pourrait réprouver au nom de la laïcité, mais qu'en fait qu'elle cautionne, puisque ça a fait sortir du bois, comme elle le dit, je la cite, les éditorialistes anti-féministes et anti-fémènes et plus largement anti-féministes. C'est donc, il y a donc une double tension dans ce passage, puisque on voit la tension de la narratrice, et en même temps, le passage n'est pas décrit avec objectivité. Il est évident que ça s'adresse à un public conquis d'avance, puisque ceux qui vont acheter un ouvrage intitulé Ina, écrit par Caroline Fourest, dont on sait les sympathies et les bords politiques et les actions, on sait ce que ce lecteur recherche, et donc c'est un lecteur conquis par avance. La problématique qui sera la mienne sera donc la suivante.
comment penser l'exportation d'une cause entre l'Ukraine et la France à travers une narration qui n'est pas neutre. Et pour essayer de répondre à cette question, je ferai 2 parties dans mon explication. La première sera jusqu'à quel point la vision est subjective, et la deuxième, s'agit-il d'une juste cause? Dans une première partie, donc, il s'agit de voir jusqu'à quel point la présentation est subjective. Pour mesurer la subjectivité, je vais déjà citer les éléments objectifs. On a bien un événement créé par les Femen qui a eu lieu à Notre-Dame de Paris, au sein de l'église, de la cathédrale, le 13 février 2013. Les Femen qui ont participé étaient bien armées de mousse, il y a bien eu une plainte du curé de Notre-Dame de Paris, et il y a bien eu des propos douteux de journalistes. Tout ça, ce sont des faits. Cependant, comme un metteur en scène, un narrateur organise son propos, et les moyens cinématographiques et les moyens littéraires étant assez analogiques, Caroline Fourest fait ici des cadrages qui montrent ses sympathies objectivement. Déjà, elle cadre sur les bâtons enveloppés de mousse. Et elle ne fait pas que ça, elle passe par les yeux des policiers pour constater que les bâtons sont entourés de mousse. C'est-à-dire que ceux qui devraient noter la violence de l'action sont ceux, au contraire, qui vont noter que qu'il ne s'agit pas d'actes de vandalisme pour détruire. Autrement dit, il n'y a pas commune mesure entre les actions de Daesh à Palmyre et les actions d'Ina et des Femen dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cependant, elles ébrécheront les cloches et en plus, elle fait le gros plan sur la mousse, mais évidemment, il y a quand même des bâtons, donc il s'agissait quand même de faire signe qu'on voulait détruire les symboles. Même si on ne le faisait pas au nom du patrimoine, il y avait quand même une violence dans l'action qui est palpable. Bon, ensuite, autre chose, c'est que, outre les gros plans, il y a aussi carrément des éclipses. Alors, je ne pourrais pas dire précisément si elles sont dues au fait que le passage est un extrait, donc si Caroline Fourest en parle avant et en parle après. En tout cas, ici, dans l'économie de ce texte, il est frappant de constater que qu'une chose dont il n'est pas question, ce sont des slogans que les Femen s'écrivent sur la poitrine. Or, c'est bien ce qui a choqué les paroissiens, puisqu'apparemment c'était en plein service, puisqu'il s'agit des paroissiens et non pas des touristes. Donc, les paroissiens vont être évidemment choqués choqués par l'intrusion d'un corps féminin nu dans une église qui est le lieu. Vous savez que nous savons que même lorsqu'on visite le Vatican, même des visiteurs, des touristes sont tenus de couvrir leurs épaules parce qu'on rentre quand même dans un lieu où la tradition était de respecter le lieu. Donc il y a aussi de l'absence. Et évidemment, il y a des articles à charge, c'est un fait avéré. Celui qui est cité ici est particulièrement honteux. Que l'on partage ou non les vues de Caroline Fourest, renvoyer des femmes au trottoir, c'est-à-dire à la prostitution, enfin faire un clin d'œil d'extrêmement mauvais goût, à la prostitution en Ukraine, en résumant ce qui est exactement ce contre quoi luttent les Femen ukrainiennes égale prostituées. C'est évidemment d'une grossièreté honteuse. Cependant, quelle place ont occupé ces propos grossiers dans le panorama de la réflexion de l'après? J'ose espérer qu'elle était minoritaire par rapport aux questions de la laïcité. Troisième point de cette première partie, le style employé. Il y a toute une métaphore dans le texte qui renvoie à la religiosité. Et en fait, à travers cette métaphore, Caroline Fourest se livre à un jeu plus ou moins heureux, nous allons le voir, de l'inversion. Ainsi, c'est Ina qui lutte contre l'Église et le patriarcat, qui a un credo. C'est elle qui entre en transe. Donc, ce qui renvoie au sacré, c'est la cause laïque qui en est investie. En revanche, les prêtres qui sont censés être des personnes compréhensives et très humaines sont ceux
qui vont éteindre la lumière, avec une métaphore assez malheureuse de voilà, et puis c'est l'obscurité, comme on passe de la lumière aux ténèbres. Je trouve pas ça très, très fin, mais peu importe. En tout cas, ce sont les prêtres qui vont casser les dents, couvrir de bleu les femmes, les fémènes. Les policiers auront pitié de leur corps supplicié. Peut-être le mot est un peu excessif quand on pense au supplice du Christ en croix. On va quand même pas comparer, même si évidemment, de toute façon, pour des simples raisons de respect du corps d'autrui, il ne faudrait même pas lever la main sur qui que ce soit. Donc évidemment, leur acte est absolument répréhensible, mais évidemment, le terme aussi supplicié, peut-être un petit peu de mauvais goût. Là où je trouve que c'est... Donc voilà, ce qui est frappant, c'est de montrer qu'un lieu d'église peut être un lieu de rejet, puisque, je cite la phrase, jeter dehors sur le parvis les filles contre leur bleu. Vous savez que, enfin nous savons que lorsque la tradition veut que quand on entre dans un lieu, dans une église, on tombe sous la juridiction de Dieu et non plus sous la juridiction des hommes. Donc c'est un lieu de protection et d'asile. Je pense voilà, au génocide qui a eu lieu au Rwanda, et il y en a qui sont passés dans des églises alors que certains y avaient cherché protection. Donc en général, la violation de cette tradition de protection est extrêmement violente. Bon, ensuite, je citerai deux autres phrases, deux autres termes. Elle parle de réaction hystérique potentielle. Puisque ce sont des hommes qui sont hystériques, il y a ici moquerie de la part de Caroline Fourest. Et quand elle dit les éditorialistes mal, évidemment, le terme est peut-être mal choisi pour être vraiment, pour doser de manière objective. Donc il y a ici, je pense, une part de mauvais goût de la part de Caroline Fourest, et elle incarne aussi ce qu'elle critique chez ses personnages. Je ferai assez rapidement ma deuxième partie qui en fait est dépositaire des questions que soulève ce texte. Et je dirais des questions que soulève l'action des Femmes. Évidemment, Notre-Dame de Paris, c'est un lieu de culte, un lieu de patrimoine et d'histoire. C'est donc peut-être encore plus choquant puisqu'on a une tradition chrétienne dans ce lieu qui fait que les chrétiens vont être choqués, un aspect patrimonial qui fait que les personnes qui aiment ce lieu, qui fait partie du patrimoine culturel français, vont être choquées également, et ceux-là ne vont pas être choqués pour une juste cause, puisqu'on est en pays laïque et qu'ils aiment ce lieu pour l'histoire et la tradition. Donc c'est extrêmement délicat d'exporter une cause antipatriarcale dans un pays qui se veut non patriarcal. Cependant, c'est effectivement quelque chose qui interpelle que le propos de Caroline Fourest sur la réaction débridée qui finalement va légitimer l'action des Femmes. Le patriarcat en France n'a cependant rien à voir avec le patriarcat en Ukraine. Je dirais pour terminer, car j'arrive au bout de mon temps et que je voudrais conclure, qu'il y a des questions de droit d'asile, Ina Shevchenko ayant obtenu son droit d'asile, et donc le problème est, si on a obtenu le droit d'asile, ne peut-on pas le perdre au nom de tel problème. Pour conclure, et pour répondre à ma question initiale qui est comment penser cette question dans un texte qui prend parti, je dirais, pour la dramatisation que propose Caroline Fourest, je pense qu'elle est excessive et qu'elle porte préjudice à l'analyse du problème. Pour ce qui est de la question du féminisme, je pense qu'elle a raison de s'insurger contre les propos qu'elle cite qui sont absolument condamnables, mais cependant, elle n'est pas dans une vision féministe que je cautionne, à savoir qu'elle ne parvient pas à transcender le débat pour une égalité plus ontologique des êtres plutôt que sexuelle et genrée. Enfin, pour la question de la laïcité, je pense que le problème est justement pointé du doigt par elle et insuffisamment discuté ici. C'est peut-être le cas dans le livre, mais vu le ton emprunté ici, j'émettrai quelques réserves à ce sujet. Je terminerai en disant que la question que soulève ce texte
est celle du positionnement de certains hommes qui ressort effectivement à chaque fois, et que Caroline Foix a raison de stigmatiser. Je pense aux propos de Kahn lors de l'affaire DSK, où il disait que DSK, oh bon, c'était pas très grave, il avait juste troussé la bonne dans la tradition française. Je trouvais ça, un propos qui était à la fois malheureux et puis très choquant. Donc, qu'est-ce qui fait ressortir ce genre de choses? Et une question beaucoup plus grave, qui est celle de l'état d'esprit, puisqu'on va ressortir Troisième Voie, Kiwitas, alors qu'à un moment donné, on a pensé que les pays occidentaux seraient de plus en plus libertaires. Les contraintes, les menaces qui pèsent sur l'avortement dans de nombreux pays auraient plutôt tendance à montrer le contraire. Donc finalement, est-ce que les lois qui ont été votées révèlent un état d'esprit réel, ou mettent-elles simplement en lumière, en fonction de l'esprit du temps, une partie de la population, alors qu'il y aurait toujours une dichotomie très forte et des gens très hostiles aux droits de la femme?